Bonjour Myrna Lou. Bonjour Christophe. Bonjour Victor Pouchet, vous nous entendez de votre cabine téléphonique? Ouais, je vous entends très bien. Je suis dans la grande ville, mais la connexion est bonne. Bon, Bon, parfait. ça c'est bien. Vous signez L'Option légère, un roman-poème chez Gallimard. Alors le pitch, c'est un roman-poème qui retrace l'odyssée d'une vie ordinaire, le temps d'un été. Un homme écrit à la femme qu'il aime dans l'espoir qu'elle revienne. Il déambule dans la grande ville, s'interroge des ménages, s'égare sur les écrans, prend un ferry, se baigne dans la rivière. Pour cet intranquille, le quotidien est une aventure souvent chaotique. Alors avec humour et grâce, il tente de ranger le monde. On va revenir sur cette expression. Il tente de ranger le monde et sa vie en écrivant 33 poèmes de la grande ville, 13 poèmes d'amour, 12 poèmes corses, 10 poèmes révolutionnaires, 8 poèmes à gros budget, 5 poèmes impatients, 4 poèmes de fête, 3 poèmes de nuit, 1 poème phosphorescent, météorite, feu d'artifice et quelques autres encore. Ces 111 poèmes forment un roman d'amour, d'inquiétude et de joie où se joue la quête de quelque chose qui permettrait de conjurer la gravité de l'existence, quelque chose comme l'option légère. Alors c'est très réussi. Victor Pouchet. Bah, je vous remercie. C'est très réussi parce que c'est un poème, ce sont des poèmes. En même temps, il y a des didascalies qui parlent du héros. Alors le héros, c'est un mot qui magnifie le mot narrateur. Le héros s'adresse à cette femme aimée. Reviendra-t-elle? Les amours sont-ils toujours désespérés? Les amours sont-ils toujours désespérés, Victor Pouchet? Sans doute pas. Non, non. Les amours se forment, je pense, une sorte de circulation où il y a du désespoir, de l'espoir, de la joie, énormément de choses contradictoires. Comme disait Claude François, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et donc non, non, je crois que l'amour se reconquiert, enfin voilà, se poursuit à chaque instant. Et non, non, mais bon, il y a de la rupture, il y a du et il y a des retrouvailles dans ce livre, et je raconte ça, je raconte le cercle et le tourniquet d'une relation amoureuse. On parle de ciné-poème, c'est quoi? Le ciné-poème, c'est une forme que j'ai fabriquée à partir de ce livre-là, et à partir d'un certain nombre d'ultra courts-métrages que je fabrique et que j'ai relié dans un spectacle que j'ai présenté à la Maison de la Poésie fin mars. Et l'idée, c'est de proposer une forme nouvelle pour faire entendre la poésie et pour montrer aussi ces films qui sont assez reliés aux poèmes que j'écris, parce que ces films-là, je les capte comme ça dans mon quotidien, dans la rue, sur des bateaux. J'essaie de capter les images qui me frappent et je les monte. Et il y a quelque chose d'assez proche de la poésie dans ce travail de montage, de capture d'images. Tout à fait, même dans votre baignoire. Myrna Lou. Victor Pouchet, vous avez auparavant publié 2 romans, Pourquoi les oiseaux meurent et Autoportrait en chevreuil, et un premier roman-poème, La Grande Aventure. Qu'est-ce qui diffère pour vous en termes d'écriture entre le roman et le roman-poème? Parce qu'on sent justement ce regard, ce rythme qui semble vous plaire particulièrement. Je me retrouve assez bien dans ces deux formes. J'ai en effet commencé par écrire des romans, et certaines histoires me viennent plutôt à travers la poésie. Ce qui diffère, en effet, c'est la question du rythme. Les poèmes, je les écris au quotidien pour capter des émotions qui me traversent, un peu comme un sismographe capterait des petits séismes intérieurs. Et les poèmes s'accumulent au fil des jours, au fil des émotions, des accidents de la vie, des rencontres, des choses qui m'arrivent tout simplement. Et dans un deuxième temps, je construis à partir de tous ces poèmes une histoire, en les reliant, en refabriquant une sorte de puzzle. Et donc ce qui les distingue des romans, c'est cette forme de rythme aussi, évidemment, qui les constitue, puisque ces poèmes sont en vers, en octosyllabes et en hexasyllabes. Et donc ça, c'est une façon pour moi de mettre de l'ordre dans la vie. On va en reparler peut-être, mais de ranger le chaos de l'existence et de faire avec tout ce chaos une sorte de fil et de récit. Oh, tu sais, moi, la poésie, je n'y comprends que peu de choses. Mais embrasser tes seins nouveaux le matin quand tu te retournes très doucement de mon côté, je crois bien que je saurais faire. Myrna? Moi, ce que j'ai aimé vraiment dans ce rythme du roman-poème, c'est qu'on sent que c'est un roman-poème en mouvement. Donc bien sûr, en mouvement le temps d'un été, un mouvement dans la grande ville, un mouvement vers une île aussi. Des lignes qui sont tendues vers cette femme qui est aimée, mais c'est surtout, je pense, un mouvement vers l'en-soi.
Et donc, face au désordre qui est dedans et dehors, j'ai ressenti que ces vers étaient pour vous, Victor Pouchet, comme une tentative de mettre un peu de clarté dans tout ça. Et je voulais vous demander si vous vous sentez mieux une fois que ces poèmes sont écrits et si vous aimez vous sentir rangé comme ça. C'est un peu comme quand on fabrique quelque chose avec de la pâte à modeler. On commence par quelque chose qui n'a aucune forme et on est face à ce petit chaos de l'existence. Et puis, d'un coup, on va façonner quelque chose avec cette pâte à modeler qui va avoir une forme. Et il y a une grande satisfaction, en effet, à faire quelque chose d'une émotion qui nous traverse, à la transformer en forme, à la transformer en chanson. Et donc, en effet, quand le poème existe, il y a quelque chose qui s'apaise. Et après, évidemment, le rythme de la vie reprend, mais il y a quelque chose comme une sorte de tranquillisation à transformer ce qui nous arrive en poème, à passer de l'informe à la forme et à passer aussi de l'inquiétude au chant. Je pense très souvent, quand j'écris ces poèmes, à toutes ces chansons qui existent, comme les Chants, par exemple, mais aussi comme le blues ou comme le Maloya à La Réunion, qui sont des chants qui notent des histoires terribles, des histoires de naufrages, de noyades, de drames complets, mais qui les notent avec une forme de joie, avec une forme de rythme. Et ce rythme-là est une façon de conjurer la tempête, de conjurer la noyade et de la faire chanter. Bien. Vous écrivez Ulysse, Ulysse, mon seul maître. Alors, on sent vraiment ce voyage de la vie qui peut paraître interminable parfois, mais on sent aussi la poésie présente dans les obstacles, dans les résistances et dans le doute. Je crois qu'il y a un autre poète qui vous aide fort à vivre, c'est Georges Perros. Et lui aussi écrivait une poésie de la simplicité, de l'essentiel et du quotidien. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous vous sentez lié à lui ? Georges Perros, c'est un poète que j'ai rencontré quand j'étais adolescent, j'avais 17 ans. Et j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer un ami, notamment à travers son livre « Une vie ordinaire », qui est une forme d'autobiographie en octosyllabes. Et Georges Perros a cette façon en effet, de noter les bouleversements de la vie de façon très simple, mais aussi avec une forme de tournure dans les phrases qui est d'une grande puissance. Et il y a une intelligence, une exigence qui moi, me bouleverse chez lui, et je n'ai cessé depuis de le lire, de me réciter des poèmes dans sa tête, et j'ai l'impression que ces vers m'accompagnent presque en permanence. Évidemment, j'ai d'autres choses dans la tête, j'ai d'autres chansons, mais Perrault, c'est un peu un des poètes qui m'a permis de mieux marcher et avec qui j'ai l'impression de converser. C'est ça que permet aussi la poésie, c'est ouvrir une conversation. Et donc parfois j'ai l'impression de converser avec Georges Perros, comme j'ai l'impression parfois de converser avec Verlaine, de converser avec Villon. Et c'est une poésie très accueillante de ce point de vue-là. C'est un poète assez méconnu finalement, et malheureusement parce que tous les lecteurs de Georges Perros sont amoureux de ses vers immédiatement, et de cette poésie et de ce regard. Je vous cite, Georges Perros a écrit qu'il y a un proverbe breton qui dit que la poésie est plus forte que les trois choses les plus fortes, le mal, le feu et la tempête. Il en donne la preuve. Lisez Une vie ordinaire, par exemple. En souriant, il dit écrire, tentative de bavardage avec support lyrique, c'est vrai, que ce sont prose de travers, qui nous traversent pour de vrai. Il fait des phrases du chaos, surtout celui à l'intérieur, nous tend et miroir et radeau pour nous sauver sans nous le dire. Je me dis parfois que c'est l'homme qui m'aide le plus fort à vivre et à écrire. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Quel est votre mot du jour, Victor Pouchet ? Mon mot du jour, le mot, je dois vous dire le mot avec lequel je me suis levé. Si vous voulez, oui. C'est peut-être le mot iridescence, qui est pourtant un mot que je n'emploierai jamais à l'écrit. Quel mot ? On n'a pas entendu. Iridescence. Iridescence. D'accord. Voilà. J'ai assez souvent ce mot en tête et qui me semble un mot trop grand pour être écrit, mais qui n'est pas désagréable à prononcer. Oui, c'est sûr. Très bien. Ça caresse la bouche. Iridescence. Voilà, il y a une forme de douceur, c'est agréable. Vous aimez le rythme des mots ? Vous aimez la chanson, nous l'avons dit, elle traverse votre recueil, votre roman-poème, L'Option légère, Victor Pouchet, publié chez Gallimard. Alors moi, ce que je propose, c'est que tout le monde se lève, et puis maintenant, on danse. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon.
fois que je vois Susan. Je ne fais que de l'embrasser, cette fille-là me fait rêver. Elle a vraiment quelque chose, ça lui vient sûrement des roses. Un seul de ses baisers peut suffire à enflammer le cœur de l'humanité. Ou les gars de mon quartier. Elle a un petit goût d'orange, de miel et de chocolat. Elle adoucit mon errance, avant je n'existais pas. Toute la salive que j'use pour me donner de l'éclat. Elle a pas besoin de ça, m'amuse pour mettre le monde en émoi. L'amour est la vérité, l'ivresse et puis la beauté. Tout ce qu'en vain j'ai cherché, dans ses yeux je l'ai trouvé. Ouais, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Susan. Autour d'un petit café crème, sur un des quais de la Seine, dans le froid du matin blême, un jour je lui dirai que je l'aime. On partira tous les deux vers un monde merveilleux. Le ciel sera tout orange, on sera deux petits anges. Dans une chambre au 6e, je lui lirai des poèmes. On s'aimera sans travailler, je peux car je suis fou allié. Elle est celle que j'attendais depuis que j'ai 15 ans passés. C'est elle que j'imaginais dans mon lit quand je m'ennuyais. Maintenant je la suis partout, plus fidèle qu'un toutou. Elle veut jamais s'arrêter, je sens bien que je vais craquer. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Susan. Ouais, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Susan. Ouais, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête, j'ai perdu, ouais, j'ai perdu la tête, oui. Allez, on va voir Suzette en tête et dans le cœur pendant toute la journée. C'était Danny Briand. Danny Briand que j'ai tiré de votre option légère, Victor Pouchet, puisque vous le mentionnez, ainsi que Enrico Macias. Pourquoi ? Eh bien, je danse et là, tout de suite, je dansais dans ce square où je vous appelle sur Danny Briand. Ouais. Il y a quelque chose d'une forme de grande efficacité dans ces chansons, dans Enrico Macias, et ça fait partie des chansons de mon karaoké intérieur. Parmi d'autres, il y a aussi beaucoup d'Alain Souchon, beaucoup de Mathieu Bogart, mais il y a aussi ces formes de ritournelles qui provoquent pour moi quelque chose de très direct et une forme de joie très directe. Et donc, en effet, dans ce poème où je raconte une fête, Danny Briand surgit, et je suis content qu'il ait surgi également sur les ondes de Radio Notre-Dame. Eh ben, c'est tout à fait communicatif. Et alors, il y a les chansons, il y a le rythme, et puis il y a aussi les pays, Les les lieux. odeurs et la Corse, Myrna Elou. Dans ce roman poème, vous faites vraiment la part belle à un lieu qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la Corse. Alors je me demandais, est-ce que la Corse, c'est le lieu de l'émotion par excellence, ou plutôt le lieu pour vous du temps pour écrire l'émotion ? C'est un lieu en effet qui est très important pour moi parce que c'est le lieu de l'enfance, le lieu d'où vient ma grand-mère que je rejoins tous les étés. Donc c'est un lieu qui est chargé de sensations et en effet qui est aussi un lieu d'écriture pour moi depuis quelques années. Et donc et aussi un lieu de fuite, un lieu où je fabrique ces films, où je fabrique ces poèmes et où je trouve une forme de refuge aussi à la grande ville et à ce qui nous rend parfois la grande ville invivable. Et dans ces cas-là, la Corse me semble extrêmement vivable, extrêmement désirable. Et j'y retourne dans quelques semaines. Et donc, d'un coup, là, je suis dans le 17e et j'ai des paysages corses qui m'arrivent dans les yeux. Et déjà, je suis déjà ailleurs. Vous parliez de mouvement tout à l'heure. Oui. Le mouvement, en effet, c'est quelque chose qui rythme ce livre. Et un mouvement important, c'est ce départ vers la Corse. Il y a aussi le regard simple que vous posez avec ironie d'ailleurs, sur les écrans, sur le cinéma à gros budget, les fêtes d'été justement. Est-ce que c'est une option radicale qui change la vie, l'option légère ? C'est une nouvelle façon pour vous d'aborder une inquiétude au quotidien ? Alors c'est quelque chose déjà qui s'échappe un peu. Moi j'ai l'impression que tout me semble pesant au quotidien, que c'est
de traversées d'obstacles, d'impossibilités, et que du coup la recherche permanente et cette forme de légèreté, d'allègement, et que je ne saurais pas tellement nommer. C'est-à-dire, je pense que chacun doit se fabriquer son option légère. Une des façons une des choses que j'ai trouvées, c'est de me mettre à chanter, bien avec mes propres vers ou bien avec les vers de chansons que j'emprunte à d'autres. Mais je pense que chacun s'invente des façons de se décaler, de trouver une forme de distance par rapport au sérieux, à la gravité de l'existence. Et cette distance, elle a, je crois, quelque chose à voir avec l'enfance. En fait, retrouver à certains moments une façon enfantine, ce qui ne veut pas dire puéril, de regarder sa vie, les événements, le monde en entier, produit un allègement assez direct, avec une forme de très grande concentration, et aussi les choses sont plus simples, plus anodines. Je vous cite Victor Pouchet. Je me sens moins seul à certains moments, j'ai un peu moins peur que ça recommence. Je t'attends demain je t'attends, parmi toutes celles qui me sont offertes, tu vois, finalement. Il m'arrive quand même de prendre parfois, sans le faire exprès, cette option légère. Et vous concluez comme ça, et c'est pas spoiler le livre que de lire la conclusion. On a l'impression que vous déposez le fardeau et que maintenant, hop, le lecteur peut s'envoler. Il y a quelque chose, en effet, j'aime bien que vous parliez du lecteur, parce que pour moi, tous ces poèmes, ils sont adressés à la femme que j'aime, mais aussi parfois adressés à mon neveu, à ma grand-mère, à d'autres personnes, et adressés évidemment aussi au lecteur, et que cette conversation, cette option légère, c'est une façon aussi de l'offrir au lecteur. Moi, vous m'avez parlé de cœur à cœur. Moi, vous m'avez parlé de cœur à cœur. Je ne vous connais pas, je vous ai jamais vu, mais j'étais emballé par votre livre, et c'était une conversation, c'était une causerie, c'était quelquefois des mots chuchotés que vous m'adressiez, et je trouvais ça formidable. La plus grande joie pour moi, c'est lorsqu'on me dit, après avoir lu ces poèmes, et c'est ce qui se passe aussi pour d'autres livres qu'on lit, ça m'a donné envie à mon tour d'écrire des poèmes, ou alors de me promener dans la rue, ou alors de prendre un bateau pour la Corse, ou alors de me baigner à la rivière. Enfin, l'idée que lire quelque chose pousse à une forme d'action, parfois minime, ou à une émotion. C'est à ça que sert la poésie, vraiment à provoquer des émotions. Et donc, c'est l'émotion, très heureux quand ça marche. L'émotion, on l'a dans vos poèmes, et le mouvement et l'action, on l'a dans vos didascalies. Oui, en effet, donc le livre est constitué à la fois de ces poèmes et d'intermèdes en prose qui décrivent un peu ce qui se passe dans les poèmes et ce qui arrive à ce héros. Évidemment, le mot est employé de façon un peu ironique, mais pas complètement. Oui. C'est une façon pour moi de tisser ce fil, parce que je voulais vraiment qu'on puisse lire ce livre à la fois comme une série de poèmes, mais aussi vraiment comme un récit avec un début, un milieu, des accidents et aussi une fin. Oui, je vous cite. Et puis le brouillard envahit la grande ville. Notre héros voudrait s'acheter un trench coat, en relever le col et devenir un détective privé dont les affaires marcheraient très très fort. Qui n'a pas eu ce désir par ces temps d'automne de devenir du Luc détective et de partir enquêter dans les faubourgs de Paris. Voilà, ouais, il y a dans ces moments de prose, il y a la description un peu comme on peut la voir dans les romans picaresques, vous savez, au début des chapitres, où le narrateur ou l'auteur décrit un peu ce qui va arriver, avec une forme de distance amusée, et c'est important pour moi de trouver cette forme de distance, parce que je trouve que quand on lit de la poésie, on peut être parfois un peu se sentir tellement pris par la première personne, par le jeu, que alléger ça, rappeler que ce jeu, on peut le regarder aussi avec une forme de distance, est utile. Oui, tout à fait. Alors justement, vous avez aussi une forme de distance quand dans un de vos poèmes, vous évoquez un échange avec votre psy par rapport au verbe déconnaître et déconner. Voulez-vous nous en parler, Victor Pouchet ? C'est véritablement quelque chose qui a eu lieu dans une séance avec ma psy, où elle m'a fait entendre en fait que le mot déconner pourrait aussi appartenir au verbe déconnaître, donc dé-connaître, et donc cesser d'être dans une sorte de désir de compréhension, d'intelligence, de
se reculer par rapport à l'esprit. Et ouais, il y a cette idée que c'est pas mal parfois de déconner et de déconnaître. C'est une façon sans doute aussi de prendre l'option légère. La poésie interroge, elle construit, elle parle, elle murmure. Pour vous, il s'agit de ranger le monde. Le poème est là pour ranger le monde? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui, en effet, dans le rythme des vers et aussi sans doute dans les images qu'ils produisent, permet d'ordonner quelque chose qui nous arrive toujours sur le mode du chaos. Ça veut dire que notre vie intérieure, mais aussi nos relations, mais aussi la vie politique, la vie sociale, elle est très souvent, et même presque essentiellement, de l'ordre du chaos. Et donc le poème, moi, me sert à mettre cet ordre. Je le disais, ça dure pas forcément très longtemps, mais d'un coup, on accède à quelque chose qui est un peu mieux rangé. Et je crois qu'en fait, on trouve tous des moyens de ranger le chaos. Ça peut être de faire la vaisselle de façon obsessionnelle chez soi, ça peut être de faire des footings, de collectionner les cartes postales. Enfin, on a tous des façons on se trouve tous des petits systèmes de rangement qui peuvent être des placards intérieurs ou extérieurs. Et la poésie en est un pour moi. Et à la fois en écrire et aussi en lire. Il y a quelques minutes, vous avez prononcé pour la première fois le mot Paris, alors que normalement, vous parlez toujours de la grande ville. Notre héros trouve que la grande ville a changé en son absence. Est-ce que la grande ville trouve aussi que lui a changé? Vous vous interrogez. Ouais, vous avez un rapport, je t'aime moi non plus, pulsion-répulsion avec la grande ville en général et avec Paris en particulier? Alors j'ai bien aimé en effet, donner une forme d'universalité à Paris en la nommant la grande ville. Ouais. Et je pense en effet que et je suis pas le seul, on est nombreux à ressentir quelque chose de très intense envers Paris, un grand amour et parfois un grand désamour, un grand énervement. C'est un lieu qui concentre énormément de gens, de lieux, d'événements, et donc qui nourrit très fortement et qui parfois fatigue aussi très fortement. J'entends distinctement le cri du Milan, c'est un sifflement doux et violent, et je ne sais ce qu'il veut dire, ni à qui il survole tout le village, et moi je bois sur la terrasse un verre de sirop glacé, comment savoir si à ses yeux je suis proie ou indifférence? On a des moments comme ça, où en divers, vous nous donnez à la fois une situation, un mouvement, une lumière, et on ferme le bouquin ou on le pose, et on continue à vivre cette situation. Vous aimez ces moments où on pose le décor et on se pose soi-même? La poésie permet vraiment une sorte d'arrêt sur image, je crois. Ouais. Un peu comme lorsqu'on fabrique un film et qu'on met pause. Et là, d'un coup, on a une situation et on en garde la trace qui... tout ce qui nous arrive, évidemment, fuit par la force des choses, mais le noter, prendre une photographie, en fabriquer, le transformer en verre, c'est une façon de garder une trace de ces instants, d'en faire quelque chose et de prolonger l'instant. Et ça, c'est très précieux de pouvoir faire ça. À vous lire Victor Pouchet, l'option légère, roman-poème chez Gallimard. On a vraiment envie de vous rencontrer et on peut vous rencontrer à la Maison de la Poésie puisque vous y êtes programmateur. Vous pouvez nous en parler? Oui, ça fait 10 ans que je travaille à la Maison de la Poésie comme programmateur. C'est un lieu qui accueille des auteurs essentiellement, mais pas seulement. C'est dans le 3e arrondissement à Paris, Passage Molière. Voilà. Et un lieu qui propose une programmation de rencontres, de lectures, mais aussi de concerts littéraires, de lectures musicales, plein de formes assez différentes, et qui est un lieu très, très précieux aussi parce qu'on peut rencontrer, dialoguer avec des auteurs, à la fois des poètes, mais pas seulement, des auteurs de romans, d'essais. Et voilà, j'essaie de... Et vous y êtes tous les soirs? C'est un lieu merveilleux. Je n'y suis pas tous les soirs parce qu'on est plusieurs programmateurs, mais j'y suis souvent. Ouais. Alors, avec l'option légère, Victor Pouchet, vous êtes finaliste du prix La Ponche et on vous souhaite tout le meilleur. Merci.
Merci Myrna Aylou, merci Victor Pouchet pour l'option légère, roman-poème publié chez Gallimard. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation. Et puis merci à François Dieudonné, Philippe Alpech, Camille Meyer et Faustine pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je vous emmène au cinéma. Forcément, ce sera mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.